Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur l'augmentation des taux de consentement de vos sites. On va attendre 1 ou 2 minutes que les dernières personnes arrivent et puis on va commencer. J'en profite pour me présenter. Je suis Arnaud Courtel, Marketing and Growth Manager à Didomi. Je suis arrivé dans l'entreprise il y a 7 mois et je suis aujourd'hui accompagné de Romain Gauthier, donc notre CEO, qui me fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui pour vous parler donc de taux de consentement et de notre expérience à nous-mêmes, expérience sur le site didomi.io. Parfois, les cordonniers sont pas les mieux chaussés. Maintenant, en tout cas, on a une nouvelle CMP qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on va partir de ce qui existait au préalable, les constats sur ce qui existait au préalable, ce qu'on a fait de nouveau, les résultats, et puis surtout vous donner un action plan très clair qui vous permettra de répliquer ça pour vos sites internet et également augmenter vos performances. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur ce webinaire sur les taux de consentement. Je suis Arnaud Courtel, Digital Marketing and Growth Manager à Didomi. Je suis accompagné de Romain Gauthier, cofondateur et CEO. Et nous allons commencer. C'est parti. Donc aujourd'hui, le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter en détail l'expérience qui a été la nôtre lors de ces derniers mois sur l'implémentation d'une nouvelle CMP sur le site de didomi.io et d'autres sous-domaines. Donc on va commencer par un petit rappel, parler un petit peu de RGPD, ce qui se passe en France, ce qu'il y avait avant sur le site de Didomi, puis ce qu'il y a eu après, les résultats chiffrés, évidemment. Et ensuite, le plus important et le but de ce webinaire, vous donner un action plan clair que vous pourrez répliquer dans votre entreprise avec vos équipes pour pouvoir vous aussi améliorer vos taux de consentement. Après, on vous parlera un petit peu d'A/B test et d'optimisation continue. Donc, l'étape naturelle après l'implémentation d'une nouvelle CMP. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à améliorer cette CMP en continu? Les prochaines étapes. Et puis enfin, évidemment, une session de questions-réponses à la fin pour toutes les questions que vous aurez pu avoir pendant ce webinaire. Merci Arnaud. Effectivement, pour commencer, donc un peu en introduction et en préambule à ce qu'on a fait nous. Donc Didomi, notre métier, c'est la gestion du consentement. Donc par nature, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on prescrit à tous nos clients. Et donc ce qu'on s'applique, c'est aujourd'hui en France les recommandations CNIL. Donc, si vous rendez sur notre site, vous verrez qu'on a mis en place les recommandations CNIL telles qu'elles existent depuis le 1er octobre. Et donc, on a vécu comme n'importe quelle autre entreprise l'évolution de la position de la CNIL sur le sujet du consentement cookie tout au long des 2 dernières années. Donc, voilà, ça a été un chemin pour nous comme pour nos clients que d'arriver à cet état, à l'état actuel, donc avec un mode de consentement qui est devenu un peu plus strict. Donc, on propose un choix symétrique en premier niveau à nos clients et donc, au fond, cette évolution s'est faite au gré de l'évolution de la position de la CNIL sur le sujet, donc avec une première étape en juillet 2019, avec les lignes directrices qui ont ouvert un petit peu un débat sur ce que devait être le consentement lié aux traceurs sur les sites web et applications mobiles à partir de juillet 2019. Et ce débat-là, qui a été aussi alimenté par des échanges avec toute l'industrie, a débouché le 1er octobre 2020 sur des recommandations de la CNIL qui clarifient toutes les questions liées au consentement cookie sur un site donné et qui donc fournissent un cadre très intéressant pour nos clients pour mettre en place la solution la plus adaptée pour leur conformité.
Et donc, en parallèle de ça, en fait, cet apprentissage qu'on a eu nous-mêmes, on l'a aussi vécu au travers des expériences de nos clients. Et voilà, je pense que comme un peu tout le monde sur le marché, on se nourrit de ce qui se fait un peu partout pour essayer de prendre en compte les meilleures pratiques, de se les appliquer, de les tester. Et Arnaud va vous montrer comment est-ce qu'on a fait ça pour la mise en place d'une nouvelle CMP sur notre site et les enjeux qui se trouvaient derrière cette CMP. Donc, avant de rentrer dans le… Merci Romain pour cette introduction webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on tenait à vous rappeler, donc, à vous présenter ou à vous rappeler pour ceux qui le sauraient déjà, les différents formats de bannières qu'on voit le plus souvent, puis qui sont aussi proposés par Didomi. Donc, on a ce format-là qui va être un format haut de page, qui peut aussi être mis en bas de page, qui va prendre l'ensemble de la largeur de l'écran, qui va proposer une couleur appliquée sur le fond du site, donc qui indique à l'utilisateur qu'il faut qu'il interagisse avec la bannière avant de pouvoir consulter le site média, El Mundo en l'occurrence. Ici, d'autres exemples, plutôt des exemples de pop-in. On a des exemples de pop-in sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Une autre manière, également avec un fond soit blanchi, soit plus foncé, donc on peut le voir sur l'iPad à gauche, qui indique à l'utilisateur donc pour accéder au contenu, il faut qu'il interagisse avec la bannière. Et ça, c'est un des points très importants sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. En tout cas, c'est important, selon votre nécessité d'obtenir du consentement et selon l'expérience utilisateur que vous voulez proposer, de choisir le format de bannière qui vous convient le mieux. Mais parfois, ce qu'on pense être la meilleure chose n'est pas forcément, ne se retranscrit pas forcément dans les chiffres. Donc, c'est important de tester différents formats de bannières pour mesurer ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va rentrer vraiment dans la présentation, vous présenter l'avant et l'après. C'est vrai qu'initialement, on avait des bannières un petit peu, je dirais, au plus simple, très classiques. On a mis en place une CMP Didomi et on s'est surtout concentré sur la mise en place des CMP de nos clients. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une croissance très forte chez Didomi, donc beaucoup de clients à satisfaire. Et nous, on a simplement mis en place une CMP au plus simple. Donc, un format bas de page, relativement petit, comme vous pouvez le voir sur les écrans à droite. Le site web est parfaitement accessible, c'est-à-dire que la personne peut consulter le contenu, scroller dans le site, interagir avec le contenu du site sans avoir à interagir avec la bannière. Le design est relativement neutre. On a quand même coloré les boutons avec les couleurs Didomi, qui font partie de notre charte, bien évidemment. Mais pour autant, la bannière en elle-même n'est pas brandée. On ne voit pas de logo Didomi, on ne voit pas nos formes, etc. Donc, ça ne permet pas forcément à l'utilisateur d'identifier vraiment que ça fait partie en fait du site de Didomi à proprement parler. Pas forcément d'animation aussi. Donc, on le verra, j'en reparlerai un petit peu à l'étape d'après. Et au niveau des textes, on avait quelque chose d'assez basique dans le sens où on a mis les textes légaux RGPD. Et on s'est limité à ça. Et en fait, on a plus de liberté. On n'est pas obligé de mettre uniquement le minimum légal. On peut aller un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette deuxième bannière. On a changé de format. On est passé sur un format pop-in. Nous avons grisé le fond d'écran pour que l'utilisateur, comme je vous l'indiquais dans les exemples précédents, quand je vous montrais les différents formats de bannières, on a changé le format, on a mis un format pop-in. On a grisé le fond de l'écran pour que l'utilisateur ne puisse pas consommer le site sans interagir avec la bannière. Alors, l'idée, c'est pas de forcer les gens, mais en fait, je pense qu'il faut prendre la CMP comme une porte d'entrée sur votre site Internet. À partir du moment où vous le voyez de cette manière, une porte d'entrée, on peut vraiment essayer de la rendre jolie. Donc, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. On a mis les textes légaux, mais on a travaillé notre message au niveau marketing pour accueillir les utilisateurs, leur expliquer en fait vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, une CMP, qu'est-ce que ça leur permet de faire, et les pousser à interagir. Donc, on a ici un pop-in de grande taille, positionné en milieu de page, avec un background grisé, je l'avais déjà dit. Au niveau des couleurs et du branding, on a vraiment poussé loin, je pense, le branding de cette CMP. Donc, vous pouvez voir, si vous la consultez en direct sur notre site, il y a un GIF animé en haut de la CMP qui
attire, je dirais, le regard et l'attention de l'utilisateur. Un titre, les textes légaux, des textes marketing en plus, ainsi que sur mobile. Donc, l'idée, c'est de pousser l'utilisateur à interagir avec votre CMP. Ça doit plus être une option. D'avoir une ergonomie claire et des textes transparents qui lui permettent vraiment de comprendre. Et je pense que, de toute façon, c'est la direction que prend l'industrie, mais plus on est transparent avec les utilisateurs et plus on leur explique, en fait, plus on va être capable de développer une relation de confiance avec eux. Et je pense que ces questions de consentement, la réglementation RGPD, la CNIL, c'est vraiment une question de confiance dans le fond. Et on cherche à proposer des choses, on apporte de la valeur à l'utilisateur et il ne faut pas essayer à tout prix d'avoir son consentement s'il n'est pas d'accord. Et je reviendrai un petit peu dessus plus tard, mais quand on fait du marketing digital, finalement, on a envie de parler des utilisateurs qui sont intéressés par nos services. Donc, l'idée, c'est de avoir le consentement sur les utilisateurs qui sont intéressés par vos services pour pouvoir leur proposer des offres derrière avec du remarketing, par exemple. Donc ça, c'est les résultats qu'on a pu observer. Donc, le premier mois après la mise en place de la bannière, nous, on avait donc un taux de consentement qui était assez faible initialement, puisque nous essayons d'appliquer le RGPD de la manière la plus stricte possible. Donc, j'ai fait un petit rappel en bas à droite. Le scroll et le clic ne sont pas des consentements légaux au regard du RGPD. Et donc, nous avons pu, en un mois, atteindre les 40%. Donc, le graphe n'est pas tout à fait juste parce que c'est un graphique fait par des designers, mais en gros, on est passé de 10 à 40% en 4 semaines. Je vous ai aussi mis des informations qui concernaient les semaines suivantes. Donc, au deuxième mois, en moyenne, sur nos différents domaines, on est passé à 63%. Donc, on observe deux choses. Le taux d'interaction a explosé. C'est assez logique, hein, puisque quand on passe d'une petite bannière en bas à droite d'un écran à une bannière beaucoup plus grosse avec un fond grisé, déjà, la première chose sur laquelle on peut agir, c'est le taux d'interaction. Et puis, on voit que la transparence, la pédagogie, le design, finalement, nos utilisateurs consentent massivement. Maintenant, on est à 63%. Et je vous ai mis, j'ai un objectif à 6 mois d'atteindre les 80% de taux de consentement. Donc, les chiffres sont assez parlants. Ça a été instantané. À partir du moment où on a mis en place la CMP, nos chiffres ont augmenté. Et en tout cas, jusqu'à présent, ils continuent d'augmenter. Donc, pour l'instant, c'est un pari qui est gagnant. Et je pense que c'est vraiment important, une fois de plus, de rappeler ceci. Les utilisateurs qui consentent et qui ont compris qu'ils étaient vraiment en train de faire un consentement, qui n'ont pas cliqué sur « oui » juste pour faire disparaître la bannière, c'est des utilisateurs qui seront beaucoup plus enclins à cliquer sur une de vos publicités plus tard, à venir convertir sur votre site. Et finalement, ça va aussi permettre globalement d'augmenter les métriques du marketing. Et je dirais aussi que le taux de consentement, c'est un petit peu l'image aussi de votre acquisition et des publicités que vous faites pour attirer du trafic sur votre site. Si vous arrivez à avoir un taux de consentement qui est assez élevé, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on arrive à atteindre les 80% à M+6, c'est aussi le reflet de la qualité, c'est aussi le reflet, de la qualité de votre acquisition, puisque ça montre que les utilisateurs qui arrivent sur votre site sont des utilisateurs qui veulent entendre parler de vous finalement. Donc, on peut aussi voir ça un petit peu de cette manière, et je pense que ça aide à travailler son taux de consentement. Donc voilà, une expérience claire, expliquer aux utilisateurs, proposer des interactions agréables et puis quelque chose de visuellement sympathique. Ça pourra vous aider à vous aussi multiplier vos taux de consentement. Pour arriver à ce résultat, le projet n'a pas été simple. C'est un projet qui inclut beaucoup d'équipes, qui peut inclure beaucoup d'équipes, beaucoup de gens différents. Et c'est un projet qui prend du temps pour être bien fait. Et je pense qu'il faut qu'il soit bien fait. Donc, je vais essayer de vous présenter un plan étape par étape pour que vous puissiez vraiment le répliquer chez vous avec vos équipes. Donc, moi, en tant que chef de projet marketing chez Didomi, la première étape, ça a été simplement de monter l'équipe projet. Ça paraît bête, mais je vais quand même passer un petit peu de temps à vous détailler ça, puisque je suis convaincu que c'est vraiment un des éléments clés de notre réussite sur cette nouvelle CMP, ça a été cette équipe. Premièrement, et mon manager m'en parle souvent, ownership. C'est très important qu'il y ait un chef de projet qui soit désigné. Soit c'est à l'initiative de cette personne. Moi, c'était plutôt à mon initiative. Ça peut aussi être quelqu'un que vous désignez.
Cette personne doit vraiment avoir conscience que c'est sa responsabilité de sortir ce nouveau projet, de sortir cette nouvelle CMP. Il va y avoir pas mal d'interlocuteurs, des interlocuteurs légaux, des interlocuteurs IT, des interlocuteurs design, des interlocuteurs du management, du leadership de l'entreprise. Et si cette personne n'est pas vraiment déterminée à mener ce projet au bout, il y a pas mal pas forcément de freins, mais simplement d'avis qui vont être exprimés dans l'entreprise, ce qui est une très bonne chose, etc., qui peut parfois amener un petit peu de complexité à faire avancer le projet. Donc, première chose, nommer un chef de projet. La culture digitale, la motivation et la compréhension du RGPD sont pour moi 3 composantes importantes que vous pouvez avoir en tête quand vous essayez de choisir le bon chef de projet. Culture digitale parce qu'on parle de web, on parle de conversion, on parle de design, on parle d'interaction. Donc une culture digitale globale est vraiment quelque chose qui aide à mener ce projet à bien. Motivation, je vous le disais, c'est plutôt lié au fait qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Donc c'est vrai qu'il faut être assez proactif dans la communication et la bonne transmission de l'information aux différentes parties prenantes du projet. Et la compréhension du RGPD, on y reviendra un peu plus tard. Mais c'est important d'avoir même si on n'est pas l'expert RGPD dans l'entreprise, d'avoir une bonne compréhension du RGPD. L'équipe projet autour du chef de projet, c'est ce qui va lui permettre vraiment d'avancer. Un chef de projet tout seul, il ne fait pas grand-chose. Il faut qu'il s'entoure des bonnes personnes. Et donc, si possible en interne, donc la DPO ou des personnes de l'équipe légale, des gens de l'équipe de design et des intégrateurs côté développement qui vont pouvoir lui permettre de s'assurer de mener à bien ce projet. Cette équipe, bien sûr, devra être bien organisée, devra bien communiquer. Et donc, c'est au rôle du chef de projet de mettre en place les outils qui vont permettre un suivi des tâches claires et tout le monde sache exactement où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'on va avoir besoin de moi. Pour l'instant, on en a besoin, pour l'instant, on n'en a pas besoin. J'interviens un petit peu plus tard, j'interviens maintenant. À quel moment on va me demander mon avis, etc. Ça permet aux gens aussi de s'organiser en amont. Plus on est clair sur sa gestion de projet, plus les personnes desquelles on dépend peuvent elles aussi s'organiser, intégrer les tâches à leur propre gestion de projet, et ainsi on évite les frictions, tout simplement, dans le déroulement du projet. C'est assez basique, hein, mais anticipation, anticipation. Le dernier point de cette première partie, c'est le premier meeting, là où vous expliquez un petit peu votre vision du projet, là où vous voulez aller. Pour moi, c'est très important. Je me suis permis de vous remettre un petit livre blanc qu'on a chez Didomi, que vous pouvez télécharger, Vie privée, préférences clients. Il faut expliquer votre vision à l'équipe. Pourquoi vous faites ça? Si on explique juste, je souhaite mettre en place une nouvelle CMP, c'est la finalité, mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est d'apporter de la transparence aux utilisateurs. L'objectif final, c'est d'augmenter son taux de consentement pour pouvoir améliorer ses actions marketing. C'est vraiment de ces choses-là dont vous allez pouvoir parler pendant ce kick-off pour faire adhérer les gens à votre projet. Donc, quelle est votre vision? Et le livre blanc que je me suis permis de remettre ici pourra peut-être vous aider à expliciter cette vision, en tout cas vous apporter quelques éléments en plus. Quelle est la solution que vous avez choisie? La solution d'Idomi, on vous en reparlera un petit peu après, mais peut répondre à tout ça. Quels sont les rôles de chacun? Qui est le owner du design? Qui est le owner des textes marketing, etc. Les objectifs. Donc, on va se mettre des objectifs sur atteindre un certain taux de consentement en un certain temps. Et puis, donc, il peut y avoir des objectifs quantitatifs, mais aussi des objectifs qualitatifs. Et puis, évidemment, comme tout projet, des deadlines à respecter, qui pourront être bougés, évidemment, s'il y a des freins pendant le déroulement du projet. Mais c'est très important de se fixer des objectifs en termes de temps qui vont permettre d'être productifs. La deuxième étape, une fois que l'équipe projet est montée, c'est de sélectionner la bonne CMP. Alors, cette seconde étape, j'aurais pu la mettre en première étape, mais moi, je considère qu'il faut impliquer l'équipe dans la sélection de la CMP. C'est pour ça que je l'ai mis après la construction de l'équipe. Pour moi, la sélection d'une bonne CMP, elle se fait en 3 points. La robustesse technique, la personnalisation et les possibilités de personnalisation. Et troisième partie, donc l'implémentation et le service client. D'une manière générale, ce que vous devez retenir de ce slide, c'est de challenger vos interlocuteurs. Quand vous échangez avec des fournisseurs de CMP, Didomi et les autres, il faut vraiment que vous posiez pas mal de questions. Quels sont les clients que vous avez aujourd'hui qui ont un business comparable au mien? Est-ce que les clients que vous avez restent chez vous? C'est ça le churn. La déperdition de consentement, comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce que vous pouvez me montrer des chiffres?
Quelle est la documentation technique que vous fournissez? Quels sont les reporting et analytics? Tout ça, c'est vraiment les éléments hyper importants qui vont vous permettre, après, d'utiliser vraiment la CMP, d'en tirer toute sa valeur et d'être content du choix de la solution technique que vous avez fait. La personnalisation et le design, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est très important pour assurer la cohérence du parcours utilisateur global. Et plus on assure la cohérence du parcours utilisateur, plus on travaille sur la performance de celui-ci, plus on a un site performant et on atteint les objectifs du business. Donc, il ne faut pas minimiser l'effet de la personnalisation et du design, qui peut vraiment avoir un impact sur vos taux de consentement et votre business. Donc, c'est très important de challenger vos interlocuteurs et les plateformes là-dessus aussi. Quelles sont les possibilités de personnalisation, d'une part, mais aussi comment vous nous aidez à le faire. Donc, est-ce que vous avez des articles dédiés là-dessus qui nous expliquent jusqu'où on peut aller, comment on peut le faire? Est-ce que vous avez des exemples, des bonnes pratiques? Est-ce que vous avez quelqu'un chez vous en interne qui va pouvoir m'aider et m'accompagner là-dessus? Je vous encourage à poser ces questions et en tout cas à choisir une solution qui vous permet d'intégrer une CMP avec votre image de marque. Et enfin, le troisième point, pas des moindres, on peut avoir un super outil qui est personnalisable à 300%, mais qui est très, très, très difficile à implémenter. Et parfois, c'est ce qui fait qu'on ne mène pas au bout des projets ou que finalement, on livre quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait prévu au départ. C'est pour ça que c'est aussi quelque chose à anticiper quand on choisit une CMP. Donc, pareil, poser des questions à son interlocuteur. C'est quoi le temps moyen d'implémentation? Quelles sont en général les personnes qui sont nécessaires à cette implémentation? Est-ce que vous la faites pour nous? Comment vous pouvez nous aider là-dessus? Qu'est-ce que vous nous fournissez comme données, comme articles qui peuvent nous aider à implémenter la CMP? Il faut vraiment vous assurer que le plus possible, l'implémentation de la CMP chez vous se fera de manière fluide, rapide, et que vous aurez toujours un interlocuteur chez votre prestataire ou chez la solution que vous avez choisie qui pourra répondre à vos questions. Si vous arrivez à faire une CMP qui est simple pour vous et simple pour vos utilisateurs en même temps, et bien là, vous avez gagné. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Didomi, donc n'hésitez pas à nous contacter pour mettre en place une super CMP chez vous. Et la troisième étape, une fois qu'on a l'équipe projet et qu'on a choisi l'outil, c'est d'exécuter le plan. Alors un plan parfait, quand on l'exécute, il y a souvent des choses qui ne se passent pas comme prévu. C'est le quotidien du chef de projet. Et donc c'est vraiment l'idée de préparer énormément en amont pour être capable de gérer les imprévus sans problème. Donc à mon sens, la première étape, c'est une étape côté chef de projet qui va travailler avec la partie légale. Donc il va lister les vendors, c'est-à-dire les utilisateurs de la donnée qui sont inscrits dans votre CMP. Donc ça, il faut faire une liste exhaustive des outils marketing qui sont utilisés notamment, mais pas uniquement, pour savoir exactement quels sont les traceurs que je veux placer sur mon site via ma CMP. Ensuite, quelles sont les finalités? Chacun de ces traceurs doit répondre à une finalité. Quelles sont les finalités auxquelles répondent chacun de ces vendors? Pourquoi j'utilise ce vendors? Pourquoi j'utilise Facebook? Pourquoi j'utilise Google Ads? Et donc, bien faire correspondre chaque vendor à une finalité. Alors, chez Didomi aussi, on propose de faire des stacks de finalités. Vous pouvez le voir sur notre CMP, ainsi que sur la CMP de certains de nos clients, qui vont vous permettre de regrouper des finalités. Et le but de ça, c'est, encore une fois, d'être plus clair pour l'utilisateur. Si vous arrivez à être vraiment clair pour l'utilisateur, en expliquant simplement, j'ai regroupé 4 finalités en une, c'est plus simple pour toi de le comprendre, vous aurez un meilleur taux de consentement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à lancer les différents flows. Vous avez notamment un flow de design. Le flow de design, vous l'aurez vu lorsque vous avez fait vos refontes de site web, etc. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a pas mal d'itérations, donc c'est important de lancer ce flow assez rapidement. Avec la solution Didomi, on est capable de fournir aux intégrateurs un flow de design très simple. Ils vont pouvoir pusher des modifications très facilement pour tester sur des domaines de pré-prod. Donc, je vous encourage aussi à choisir une solution qui vous permette de faire ça, afin de pouvoir itérer rapidement et donner aux intégrateurs et aux designers un outil facile pour eux. Ensuite, la partie marketing. Alors, la partie marketing, c'est plutôt la partie des textes. Comment est-ce qu'on veut expliquer à l'utilisateur? Comment est-ce qu'on veut l'amener à interagir avec notre bannière? Donc là, je vous laisserai vous organiser, mais essayez de penser différemment. Essayez de ne pas être standard. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Il y a une contrainte légale. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette contrainte légale? Et vraiment proposer des choses intéressantes à l'utilisateur en lui expliquant.
Il y a un concept qui s'appelle la consent fatigue, qui est assez connu. On en a marre, entre guillemets, de tous ces bannières de consentement qu'on ne comprend pas, etc. Et ben, il faut sortir de ça. Et je suis convaincu, à titre personnel, que les textes sont très importants pour pouvoir sortir de cette consent fatigue qu'on connaît tous. Une fois que vous avez un bon design qui a été validé, des textes qui ont été validés et traduits, et ben, c'est parti pour le setup. Donc là, le chef de projet qui a été honneur du projet depuis le départ, mais revient sur le devant de la scène, c'est un peu comme un chef d'orchestre, qui va faire s'enchaîner les différentes étapes. Donc, je vous ai mis une bullet point list avec les étapes les plus importantes, mais évidemment, on a des articles dédiés qui vous détaillent bien plus précisément chacune de ces étapes. Donc, les domaines cibles. Chez Didomi, on va être sur plusieurs domaines cibles, par exemple business.didomi.io, support.didomi.io, didomi.io. L'implémentation des textes, la traduction de ces textes en différentes langues si c'est nécessaire pour votre business, le design, le code, l'intégration de ce code, les vendors et finalités, ce dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, le comportement de la bannière, où est-ce qu'on clique, comment est-ce qu'on ferme la bannière, comment le background du site s'affiche, et enfin l'intégration et le déploiement. Sans oublier la phase de test et de debug, évidemment, comme après tout déploiement sur Internet, c'est très important de tester la robustesse, même si on l'a fait aussi au préalable, mais juste après un déploiement en live, il faut une grosse phase de test. Et pour ceci, je vous encourage par exemple à faire une réunion avec toute l'équipe, tout le monde dans une salle, et on teste dans tous les sens la CMP, on pose des questions, on s'interroge, et éventuellement on corrige s'il y a des choses à corriger. Merci Arnaud pour cet aperçu très complet. Ce qui me semble particulièrement intéressant dans notre cas à nous, c'est que donc Arnaud, toi tu es responsable de toute la partie digitale, y compris de l'acquisition. Donc je dirais qu'il y avait un intérêt très fort à réussir ce projet parce que, comme n'importe quelle équipe métier chez nos clients, la qualité du résultat et donc nos taux de consentement impactent directement au fond notre acquisition, notre capacité à faire notamment du remarketing, notre capacité aussi à comprendre d'où vient notre trafic. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble assez fondamental dans ce genre de projet. C'est pas seulement un projet lié à la conformité, même si pour nous c'est bien entendu essentiel, c'est aussi et surtout un projet lié à voilà, comment est-ce qu'on va convaincre des clients de venir chez nous. Et donc, en fait, au fond, cette CMP, c'est la première expérience qu'on offre à nos clients de Didomi en général. Alors nous, en plus, l'avantage de faire ce métier-là d'éditeur de CMP, donc c'est aussi une forme de démonstration de ce qu'on peut faire. Mais je pense que c'est très vrai pour l'ensemble de nos clients. C'est quand même la première chose que vous allez proposer à vos utilisateurs quand ils atterrissent sur votre site web. Et donc, de ce point de vue, ça mérite, je dirais, un projet qui est correctement abouti et correctement réfléchi avec toutes les parties prenantes, pas seulement la composante légale et conformité du projet. Donc là, on a vu toutes les étapes qui nous ont amenés jusqu'à la mise en place de cette CMP. Ce qui est très important de souligner, c'est que c'est un projet qui dure dans le temps, au sens où une fois qu'on y est, il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, Arnaud a parlé de nos objectifs de taux de consentement à 80%. Ce sont des choses qu'on observe chez certains de nos clients, hein, donc c'est tout à fait réaliste, y compris, et c'est un peu, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend sur le marché, sur le fait que si on propose la symétrie du choix, un bouton je refuse tout, on va se retrouver avec des taux de consentement très faibles. C'est pas vrai, donc c'est quelque chose qu'on voulait aussi vous montrer au travers de notre expérience. C'est quelque chose que certains de nos clients aussi arrivent à générer. Donc voilà, il y a un espoir pour tous ceux qui n'en ont plus. Il faut vraiment travailler le sujet de la bonne façon pour au fond s'intéresser à l'utilisateur, s'intéresser à son expérience, lui faire confiance pour faire le bon choix à partir du moment où on lui explique correctement les choses et notamment l'impact que ça peut avoir sur notre métier. C'est particulièrement vrai des éditeurs. Donc tout ça pour dire que l'étape d'après, c'est lié à l'optimisation en fait de ce qu'on a mis en place. Donc l'optimisation, c'est vraiment
je pense, l'étape clé derrière la mise en place de la CMP. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas oublier. Il y a toute une question de gouvernance aussi attachée à la CMP, c'est-à-dire des partenaires, on peut en changer, on peut en abonner certains, en rajouter d'autres. Donc il faut aussi prendre en compte cette idée que au fil du temps, on va devoir faire évoluer le contenu et l'information proposée dans la CMP. Donc, ça fait aussi partie du projet que de permettre ça de façon flexible. Et enfin, je dirais l'optimisation, c'est l'idée qu'on peut toujours faire mieux. On peut toujours aller chercher un peu plus loin voilà, les pourcentages de consentement qui vont nous permettre d'être encore plus performants, tout en ayant à cœur de respecter voilà, les objectifs du projet qui sont au fond pour nous de vraiment respecter les choix de l'utilisateur. Et donc quelqu'un qui nous dit non, au fond, c'est quelqu'un qui a tout autant de valeur que quelqu'un qui nous dit oui, parce que on a satisfait en fait l'utilisateur qui se rend sur notre site. Pour moi, le premier questionnement sur cette question d'optimisation, c'est en quoi le consentement est lié à mes métriques business, c'est-à-dire quel est le lien au fond entre quelqu'un qui me dit oui et quelqu'un qui me dit non, et au bout du compte, le revenu que je vais générer sur cet utilisateur. Et ça, c'est un lien qui n'est pas forcément celui qu'on croit. On a trop vite tendance à dire si quelqu'un me dit non, je perds tout. C'est loin d'être vrai. Si quelqu'un me dit non, peut-être que je n'aurai pas d'analytics, peut-être que je ne comprendrai pas d'où il vient très précisément. Encore que, hein, c'est des éléments qu'on peut récolter plus tard. Hein. Arnaud pourra peut-être aussi en témoigner, mais il y a d'autres façons de comprendre aussi ces éléments qui sont pas liés aux cookies, pas liés au mécanisme d'attribution que vous avez. Donc il y a cette dimension-là qui pour nous est assez importante. Par ailleurs, en fait, des gens qui disent non, que vous satisfaisez dès le premier écran, c'est peut-être des gens qui vont plus acheter parce qu'ils auront plus confiance. Donc toute cette notion-là de lien entre consentement et in fine vos revenus, elle est très importante à décrypter en amont du projet avec les équipes métiers, notamment pour casser un certain nombre de mythes, c'est-à-dire l'idée reçue que voilà, j'ai plus de cookies, je peux plus rien faire. C'est pas vrai. Tous les internautes n'attendent pas forcément une expérience hyper personnalisée pour consommer vos contenus ou consommer vos produits. Et donc voilà, il faut avoir ça en tête et aussi savoir le défendre, je pense, auprès de certaines personnes qui, bien entendu, sont inquiètes et de façon légitime pour certains, hein, sur l'impact que pourraient avoir des gens qui vous disent non, qui refusent les cookies sur vos sites. Donc ça, c'est avant de s'engager dans l'optimisation, pour moi, l'optimisation, elle ne fonctionnera que si on a répondu à cette première question qui est critique pour que le projet se déroule bien, que tout le monde, au bout du compte, soit satisfait. Une fois qu'on a dit ça, donc la deuxième étape, bien entendu, de l'optimisation, c'est de la mesure. Donc vous voyez, nous, on mesure le taux de consentement. Il y a différentes façons de mesurer le taux de consentement. Il y a des contraintes aussi légales sur la mesure, c'est-à-dire pour mesurer, au fond, il faut aussi, dans certains cas, se servir de cookies. Donc nous, on a beaucoup travaillé ces questions-là à Didomi, notamment au profit de nos clients, mais c'est un point qui aussi est assez important d'avoir en tête, c'est que veut dire ma mesure. Au fond, la mesure qui est possible en toutes circonstances, c'est la mesure du taux de consentement par page vue, qui est complètement dissociée de la notion d'internaute, et donc, il va nous donner une part de la vérité. On va comprendre à quel point, sur un ensemble de pages visitées, on est capable de tracer, de proposer de la personnalisation à nos utilisateurs. Pour autant, savoir à quel utilisateur précisément on la propose. Et puis ensuite, dans certains cas, notamment quand voilà, on a des dispositifs qui le permettent, on va pouvoir aussi rattacher le taux de consentement aux visiteurs, et donc avoir voilà, une métrique qui est peut-être plus proche de ce que on a l'habitude de construire en termes d'analytics. Donc la mesure, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est, si on progresse dans le temps ou pas. Et donc l'enjeu devient ensuite d'A/B tester, de s'assurer qu'on peut, à partir de ces connaissances-là, essayer de faire mieux. Et donc l'A/B testing, au fond, c'est une pratique qui est très classique en digital, mais qu'on peut naturellement appliquer aussi aux notions de consentement, qui me semble fondamental même d'appliquer aux notions de consentement. Et donc, vous voyez, nous, au fond, la CMP V2 d'Idomi, elle est le fruit d'une réflexion sur le format, sur le UX, sur le message et sur le design. Et ça, c'est vraiment les quatre grands éléments qu'on peut A/B tester, donc sur lesquels on peut, au fil du temps, progresser.
Donc un A/B test, c'est pour nous, voilà, on va isoler une partie, un pourcentage de notre trafic, typiquement entre 5 et 20%, et on va proposer un message différent et voir l'incrément ou la diminution de taux de consentement que ça représente. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui bien entendu fait partie aussi de nos solutions, donc beaucoup de nos clients pratiquent au quotidien. Voilà, on a des clients qui sont des grands éditeurs, Le Bon Coin, Orange, des retailers, Decathlon, Intermarché, qui ont aussi cette culture de l'A/B test, et donc pour qui il est fondamental justement de s'intéresser à l'utilisateur et de ne pas arriver sur des conclusions trop hâtives sur certaines questions. Et voilà, donc il y a des éléments intéressants. On a des clients qui ont testé par exemple l'idée d'avoir un dispositif qui permet de continuer sans accepter, c'est-à-dire au fond un troisième choix entre accepter tout, refuser tout, et de voir ce que ça donne, c'est-à-dire permettre aux gens de choisir au fond plus tard, du coup leur redemander peut-être à la prochaine session. Donc voilà, on a un client important qui a testé ça, qui s'est rendu compte que 5% des gens étaient intéressés par ce dispositif. Donc voilà, est-ce que c'est pertinent? C'est lié aussi à votre métier. Ça peut être aussi un dispositif intéressant à explorer. Donc voilà, sur toutes ces idées-là, nous, au fond, on avance sans parti pris. Et pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'on a répondu à la première question, qui est que on comprend assez bien le lien entre cette CMP et nos métriques de consentement. Donc ça nous amène un petit peu à la suite. Donc on a fait ça sur la partie sur notre site web, notamment sur tous les consentements liés aux traceurs. En fait, cette démarche-là, elle est plus générale chez Didomi, et c'est vraiment une conviction forte qu'on porte, qui est de dire, au fond, il faut qu'on écoute absolument nos utilisateurs. C'est-à-dire, il faut que tout ce que nos utilisateurs nous disent au moment où on collecte le consentement soit utilisé pour informer et nous permettre d'être plus performants en matière de marketing. Et donc au fond, on pousse au maximum cette question de la transparence, l'idée que voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse aux questions de consentement pour nous, c'est plutôt des éléments qui nous guident dans notre démarche marketing. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on applique non seulement à la partie web, donc cette partie que vous avez vue, mais plus généralement à toute la façon d'engager nos clients. Et donc, on est en train de lancer notre propre Preference Center qui permettra à nos utilisateurs à tout moment, à partir de n'importe quelle communication, de nous indiquer leur vrai choix, leur vraie préférence relative à ces communications, à ces opérations marketing. Donc, notamment voilà, les canaux sur lesquels ils préfèrent être contactés, les thématiques sur lesquelles qui les intéressent, qui sont liées à leur métier, liées à leurs intérêts personnels, la fréquence également. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments de préférence qui nous intéressent et qui sont aussi des nouvelles façons, je dirais, de collecter de la donnée sur nos utilisateurs. Et pour nous, l'enjeu de transparence, c'est aussi l'idée de dire que plus on est transparent, plus on offre de choix, plus on génère la confiance, et mieux on se porte, notamment en tant qu'entreprise chez Didomi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vérifie. Donc, l'expérience de SMP l'a montré. Alors, étant encore plus exigeant que ce que ne le demande en théorie la réglementation, en allant plus loin, en jouant vraiment le jeu d'informer correctement et d'être transparent vis-à-vis de nos visiteurs, on permet d'améliorer les taux de consentement. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère vérifier aussi au travers de notre Preference Center. Donc, limiter la désinscription, augmenter la qualité de nos communications et de notre marketing, parce qu'on aura plus d'éléments de feedback de la part de nos visiteurs et de nos audiences. Et ça, je pense que c'est le cercle vertueux dans lequel on peut s'engager en tant qu'entreprise, et que certains de nos clients ont déjà compris, mais qui me semble encore en discussion aujourd'hui sur le marché, sur lequel on souhaitait témoigner aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour notre expérience à nous. Merci beaucoup d'avoir été présent à ce webinaire. Merci Romain. Avant de passer à la phase de questions, on a souhaité vous mettre quelques ressources pour vous aider à aller un petit peu plus loin. Évidemment, on pourrait aussi vous envoyer cette présentation à la demande. Donc, vous avez notre blog. On essaie de produire beaucoup de contenu de qualité, donc n'hésitez pas à y aller en 4 langues. Notre Help Center, évidemment le site internet de la CNIL, à consommer sans modération, et notre documentation développeur, ainsi que notre livre blanc dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Avant de passer à la phase de questions, j'en profite pour dire que nous allons faire un webinaire avec Google très bientôt. Donc, c'est le prochain webinaire auquel on vous invite à vous inscrire.
vous pouvez y accéder sur notre page Livestorm. Donc, on passe aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la présentation qu'on vient de vous faire ou sur tout autre sujet d'ailleurs. Alors, on va ouvrir la fenêtre des questions. Une question sur l'A/B testing sans consentement préalable. Donc tout dépend, toujours le diable est toujours dans les détails dans ces cas-là, de ce qu'on met derrière l'A/B testing et de la façon dont on va déterminer l'A/B test. C'est-à-dire il faut que ce soit un A/B testing non personnel, qu'il soit vraiment aléatoire et qu'il ne soit pas rattaché à un utilisateur, donc à un cookie. Et donc ça, il y a des mécanismes qui nous permettent de faire ça nous. Donc voilà, en fonction d'un site web donné, on va décréter que sur 5% des requêtes, des appels à nos notices de consentement, on va présenter une autre version. Et donc ça ne nécessite aucune donnée personnelle. Et c'est de l'A/B testing, du coup, qui ne nécessite pas le consentement. Bien entendu, c'est une très bonne question dans le sens où il faut toujours se méfier de la technologie qui très souvent nécessite le consentement. Donc, il faut faire ce petit travail de réflexion sur, au fond, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place n'est pas quelque chose qui va de toute façon dépendre du consentement et qui, donc, pour moi, sera vraiment en fonction de mon taux de consentement. Petit point sur l'A/B testing aussi, je pense que c'est très important de faire attention à ce qu'on teste. Et je rappelle quelque chose, il ne faut pas tester trop d'éléments différents, sinon on n'est pas capable de dire ce qui a mieux fonctionné. Donc l'idée, quand on fait de l'A/B test, c'est de tester deux choses très différentes, d'identifier la version qui fonctionne le mieux, et dans cette version de tester deux choses encore très différentes. Et c'est à force d'itération qu'on va arriver à quelque chose de très très fin à la fin, mais on ne peut pas commencer par quelque chose de très fin, sinon on ne sera pas sûr de vraiment comprendre. Donc si on teste trop de paramètres en A/B test, on a du mal à tirer les enseignements de cet A/B test. Donc c'est vraiment, il faut voir ça en phases successives. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Oui, je vois une question. Quand on ferme votre pop-in en cliquant sur la croix, considérez-vous que cela comme agree, disagree ou autre? Alors, ça équivaut à un refus. Donc, c'est ce que disent les recommandations de la CNIL. Donc, voilà, on ne va pas déposer de cookies, on va considérer que vous n'avez pas encore accepté les traceurs. Et pour le moment, on va considérer, enfin voilà, on va pas aller plus loin. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit nous aussi, parce que donc la CNIL a ouvert cette voie-là dans les recommandations. Donc, je pense que c'est vraiment une décision d'entreprise que d'essayer de prendre au mieux en compte les attentes de ces utilisateurs et de lutter contre la fatigue de consentement. Donc, je dirais, moi, assez naturellement, la position qu'on va avoir, c'est de dire, bon, quelqu'un qui ferme, c'est qu'il a plutôt envie de nous dire non pour le moment. Donc l'enjeu, c'est de savoir à quelle fréquence on va lui redemander, en fait. Et sur ça, on n'a pas encore de religion, donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on va chercher à tester et essayer de bien comprendre, au fond, l'intention de l'utilisateur derrière cette UX qui, de toute façon, équivaut à un refus. Tant que quelqu'un n'a cliqué sur « j'accepte », nous, on va toujours considérer qu'il refuse les traceurs. Il y a une petite question de Jean Roux. Considérez-vous pour autant utile de bénéficier d'une exemption sur la mesure d'audience en parallèle de cette optimisation et de l'opt-in? Moi, j'ai une petite idée, mais Robin, si tu peux peut-être commencer. Vas-y, non, c'est toi notre expert digital. Donc, Alors, ça peut être très intéressant donc, typiquement sur de la mesure d'audience classique, d'avoir une exemption de consentement. Nous, en tant que Didomi, on ne l'a pas fait. On souhaite vraiment appliquer au plus simple, au plus clairement la RGPD et pas essayer d'aller dans ces directions-là pour l'instant, mais c'est très intéressant. AT Internet propose des solutions, par exemple, vraiment intéressantes. On peut aussi avoir des versions édulcorées de Google Analytics. Donc, je pense que oui, ça vous permettrait d'avoir des métriques, mais faites très attention à ça. Vous devez être entouré d'experts qui vont pouvoir vous dire si l'outil est bien configuré ou non. Parfois, s'il est mal configuré, on va récolter de la donnée qu'on n'a pas le droit de récolter. Donc ça, il faut faire très, très attention. Je vous encourage à avoir un très bon intégrateur si vous allez dans cette voie.
Oui, pour compléter, au fond, nous, on a fait le choix de, pour le moment, pas aller dans cette direction-là parce que, je dirais, nous, quand on répond à la question initiale qui est de lier le consentement à nos revenus, voilà, on n'a pas forcément cette nécessité-là d'avoir des analytics détaillés pour toute notre audience. Et notre taux de consentement actuel nous permet aussi de partir sur un échantillon assez représentatif sur la base duquel on peut, je pense, extrapoler sans trop se tromper des comportements généraux de nos audiences. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argument scientifique derrière ça, c'est-à-dire on fait quand même ce pari-là, qu'il y a cette représentativité qui est liée au fait que la majorité de nos pages vues font l'objet d'un consentement. Mais on a d'autres dispositifs qui nous permettent aussi de mieux comprendre l'origine des gens. Nous, le principal objectif d'un visiteur, qu'on cherche à obtenir d'un visiteur sur notre site, c'est de nous contacter, soit de s'inscrire, soit pour notre newsletter, soit de demander une démo pour nos solutions. Et donc, voilà, cet objectif-là, on peut de toute façon le mesurer. Donc, sur la base d'un nombre de visites, on sait combien on donnait lieu à une demande de démo. Et donc, c'est cette métrique-là qui nous intéresse au fond. Et l'idée de trop personnaliser le parcours sur le site n'est pas forcément judicieuse. Et d'autant plus qu'on peut y arriver aussi par d'autres moyens. Donc ça, peut-être qu'Arnaud peut en parler, mais le fait d'utiliser des landing pages dédiées, donc d'avoir aussi une compréhension fine des parcours sur la base d'une organisation, d'une architecture du site qui soit intelligemment pensée, est aussi puissante, je dirais, que l'analytics. Tout à fait, on peut mettre en place typiquement, dans le cas je vais donner un exemple concret, hein, Google AdWords. Donc Google AdWords, on va avoir des campagnes, on va avoir des groupes d'annonces. Plus la page sur laquelle atterrit l'utilisateur est cohérente avec sa recherche et répond à sa question, plus il aura tendance à convertir. Mais ça va aussi vous permettre, vous, de savoir quel message performe, quel type de campagne performe, simplement avec des landing pages qui ne traquent absolument pas l'utilisateur. Mais vous allez pouvoir avoir ces informations, en découpant, en ayant une granularité très forte de vos landing pages. Il y a une question qui vient d'être posée, Romain, concernant le pricing. Vous indiquez un volume-based pricing model. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est assez simple. Hein, donc, on va vous aider à collecter des consentements. Et donc, ce qui, au fond, la mesure de notre performance, c'est les volumétries de consentement qu'on va vous aider à collecter. Alors, ces volumes-là sont assez difficiles à prévoir. C'est-à-dire, si je vous pose la question, vous ne serez pas forcément capable de nous dire combien de consentements vous allez collecter sur un mois donné. Donc, généralement, on part sur des proxys de ça qui sont liés au trafic sur votre site web, aux volumétries de trafic que vous observez. Donc, le nombre de visiteurs mensuels uniques moyen qui va vous placer dans un palier de prix. Et on a des paliers suffisamment larges pour vous permettre d'avoir une prévisibilité, je dirais, du prix de notre solution. En espérant que Une question qui était il y a 1 heure de Thomas. Bonjour, des études sur ce nouveau format de Bordeaux Cookie ont-elles été effectuées sur des sites différents de ceux d'Idomi, site d'un advertiser ou d'un publisher par exemple? Si oui, les résultats sont-ils similaires? Alors ça, c'est un point très intéressant. C'est vrai que quand on regarde qu'est-ce qui conduit à un taux de consentement important, le format est l'élément le plus décisif. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez de plus en plus de sites s'orienter vers le format pop-in, qui permet notamment de diminuer le nombre de gens qui n'interagissent pas avec la notice de consentement et qui donc sont considérés maintenant comme des gens ayant refusé. Donc en fait, dans les gens sur votre taux de consentement, vous avez tous les gens qui ont dit oui, tous les gens qui ont dit non, et tous les gens qui n'ont rien dit, qui n'ont pas interagi avec la notice. Généralement, c'est cette portion-là de trafic qui est la plus importante, qui détermine le plus votre nombre de refus. Et donc voilà, et pour travailler cette question, on l'a vu avec Arnaud, le format est un dispositif intéressant. Alors, le format pop-in n'est pas non plus une fatalité. Hein. Je pense qu'il y a aussi des dispositifs qui vous permettent d'indiquer clairement qu'un choix est attendu de la part de l'utilisateur, notamment en grisant ou en modifiant le fond de l'écran. Donc voilà, c'est vraiment des questions du X, mais c'est une question critique. Et donc, le format pop-in est de loin le plus performant chez nous et le plus adopté aussi parmi notre base client. Est-ce que peut-être l'audience a d'autres questions pour nous? Ou est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions?
Il y avait un commentaire de Philippe sur le fait que dans les experts à mobiliser dans le projet, il y a surtout les experts métiers qui chaque jour utilisent la data et qui pourront en être privés demain. Et donc, il faut vraiment les mobiliser pour identifier les impacts business. Effectivement, ça, je pense que c'est un point critique. Et en tant que DPO, je pense que c'est la principale mission que de mettre clairement en face de ces personnes les enjeux de ce projet pour éviter toute surprise et surtout pour accompagner le projet correctement et s'assurer que, voilà, au fond, on amène ces experts métiers à s'intéresser à la question du lien entre le consentement et leur métrique et qui est une nouvelle façon de pratiquer son métier hein, quand on est expert en marketing digital comme Arnaud. Je dirais que c'est une évolution assez naturelle. De toute façon, le métier change à peu près tous les 2 ans. Et donc, voilà, ça, c'est une nouvelle façon de pratiquer son métier qui est tout aussi, je pense, intéressante et pertinente pour les entreprises. Bah, pour compléter un petit peu, effectivement, c'est pas comme ça que j'avais appris à faire du marketing digital initialement. Mais c'est, je pense, une bonne direction globale de demander la permission aux gens. Donc, c'est des nouvelles contraintes avec lesquelles nos métiers doivent travailler, mais c'est tout à fait intéressant. Et puis, ça pousse aussi à travailler avec les autres équipes en interne. Je peux donner un exemple. Donc, typiquement, nous, donc, on est un SaaS B2B, donc nos cycles de vente peuvent varier vraiment, peuvent être assez courts et puis peuvent être un petit peu plus longs selon le type de client, de prospect auquel on s'adresse. Et les équipes commerciales vont nous aider à requalifier certains prospects. Un prospect qui n'a pas donné son consentement, pour lequel moi, je n'ai pas d'information, il a le droit. S'il décide d'avancer dans le processus commercial, il va, au bout d'un moment, avoir un commercial au téléphone. Donc moi, j'ai des collègues chez Didomi qui posent des questions assez poussées aux personnes avec lesquelles elles échangent, aux prospects. Comment vous nous avez connus sur Google? Ah, quel type de recherche aviez-vous fait sur Google pour nous trouver, etc. Et il y a toute une partie aussi des retours qui ne sont pas donnés par les outils en eux-mêmes, mais qui sont donnés par les gens. Donc, plus vous avez impliqué les personnes en interne dans cette compréhension de vos problématiques, j'ai besoin de savoir d'où viennent les gens pour être capable de faire des publicités performantes, plus vous avez de retours. En tout cas, chez nous, ça a très bien marché. On a une question de Thomas. Au bout de combien de temps peut-on solliciter une personne ayant refusé de donner son consentement? Alors, dans les recommandations de la CNIL, il est recommandé de prendre en compte le consentement et donc le refus pour une durée de 6 mois. Alors, la CNIL précise qu'on peut, au cas par cas, avoir des durées différentes. Donc, je pense qu'au fond, ça dépend vraiment de votre cœur de métier et de ce que vos utilisateurs attendent de votre site et aussi de la fréquence à laquelle ils viennent chez vous. Bien entendu, si quelqu'un vient chez vous tous les jours, il n'a pas forcément envie d'être tous les jours dérangé par une CMP. Et donc, correctement prendre en compte son choix, c'est probablement s'assurer qu'il revienne aussi le lendemain. Question de Philippe. Avez-vous des retours sur les pays européens, UK, Portugal, Espagne? Alors, je ne sais pas si on a nos taux de consentement détaillés par pays. Il ne me semble pas qu'on les ait regardés de cette façon-là. C'est une question intéressante pour voir s'il y a des différentiels de comportement au niveau des pays. Donc, non, on n'a pas de retour précis à vous partager en ce qui nous concerne. Par contre, effectivement, beaucoup de nos clients ont des trafics dans tous les pays européens. Et globalement, il n'y a pas de différence majeure de comportement. Enfin, il y a très peu de particularismes, je dirais, locaux sur les questions de consentement. C'est-à-dire pour ça, peut-être que le RGPD est une loi européenne, c'est qu'il y a vraiment une forme de consensus sur ces sujets dans tous les pays européens. Je me suis permis de répondre à la question qui venait d'être posée via le chat. Alors effectivement, peut-être pour repréciser, le clic sur la croix est considéré comme un refus. Alors, la CNIL explique bien que ça équivaut à un refus. Ça n'est pas un refus, mais ça équivaut. Donc, il faut, du point de vue des traceurs, le considérer comme un refus. Ça veut surtout dire que la personne ne s'est pas prononcée. Donc, libre à vous de décider quand est-ce que vous allez lui reposer la question. Donc, là, c'est plutôt une question de relation avec vos utilisateurs. Hein. C'est à quel point vous souhaitez les interrompre dans leur navigation. Vous pouvez le faire à la prochaine session, vous pouvez le faire dans une semaine. Enfin voilà, tous ces sujets-là sont bien entendu ouverts et je pense vont être de plus en plus travaillés par les professionnels parce que c'est vraiment là que va se faire la différence au fond. C'est quand les gens verront que
que toutes les entreprises font attention à ne pas les sursolliciter et dans le même temps de correctement prendre en compte leurs choix. C'est là où la confiance reviendra, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. Ça amène une discussion très intéressante en fin de webinaire. Peut-être vous en avez d'autres encore? Je crois qu'on a Thomas qui est en train d'écrire une question. Donc j'en profite pour dire que ceux qui le souhaitent pourront recevoir la présentation que vous avez vue. Il vous suffira de nous en faire une petite demande, soit directement via le chat maintenant, soit plus tard en revenant vers nous directement par email, par exemple, ou via nos réseaux sociaux. On pourra vous envoyer cette présentation. Mais écoutez, je pense que cette session touche à sa fin. Peut-être Romain, si tu avais un dernier mot? Non, merci beaucoup Arnaud d'avoir partagé ton expérience en tant que professionnel du marketing digital. Je pense que c'est particulièrement pertinent et ça fait vraiment partie des interrogations de beaucoup de gens sur le marché. Donc voilà, vous avez compris, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on prescrit à tout le monde. On explore aussi autant qu'on peut toutes ces questions qui sont une découverte pour tout le monde, nous compris. Donc nous, notre objectif, c'est de faire ça dans le respect des internautes et de façon rationnelle, donc en s'appuyant sur la donnée qu'on peut récolter sur notre site web, mais également sur d'autres sources de données qui sont tout aussi importantes et qu'il ne faut pas non plus négliger quand on est une entreprise. Et voilà, beaucoup de choses à venir aussi, du côté de la gestion du consentement et des préférences, donc pour aller plus loin sur ces sujets et au fond, créer la confiance dès le premier contact avec Didomi auprès de nos visiteurs. Merci à tous pour votre présence. C'était un super webinaire. J'ai été très heureux de le présenter avec Romain. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et vous pouvez aussi revenir vers moi directement sur LinkedIn si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.